Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un nouveau point lecture. Donc il sera un peu plus gros que d'habitude puisque j'ai des points, beaucoup de lectures à présenter. Donc je vais faire 2 vidéos au lieu de 3 ou 4, donc il y aura un peu plus de livres. Donc on commence avec Le mystère du gang masqué de Ken Follett, publié dans la collection R Jeunesse. Donc c'est des épreuves non corrigées, donc je vais le poser et je vais vous mettre la couverture définitive ici. Je me pousse histoire que elle passe bien comme il faut. Donc ici on va suivre Mick et Randy. Je crois que c'est Mick qui s'appelle, parce que je l'ai lu il y a un moment maintenant, parce que je l'ai lu le 31 octobre, donc on est fin novembre. Oui c'est ça, c'est Mick et Randy. Donc Randy est un petit garçon qui a toujours eu une vie plutôt aisée, puisque son père travaille dans des studios de cinéma, mais depuis quelques temps, les studios cinéma ayant fermé, ils vont devoir faire quelques sacrifices et ça commence par mettre leur enfant dans le public au lieu de son collège privé. Donc il ne connaît personne et il doit se trouver un petit boulot de livreur de journaux en dehors de l'école. De l'autre côté on va suivre Mick qui vit seul avec sa maman dans un quartier assez pauvre on va dire. Leur appartement est petit, c'est plutôt un taudis mais ils s'y sentent comme chez eux. Et ils travaillent également depuis plusieurs temps chez un monsieur pour livrer les journaux dans le quartier. Donc il va prendre sous son aile Randy pour les tourner et c'est comme ça que les deux amis vont devenir, que les deux garçons vont devenir très vite amis. Et un jour, Randy propose à Mick d'aller voir les studios Kellerman qui ont fermé justement parce qu'il connaît une entrée secrète. Sauf qu'ils étaient loin de se rendre compte du danger dans lequel ils allaient se fourrer, puisqu'il y a un mystérieux gang masqué qui sévit depuis plusieurs temps et qui braque des banques. Et il se pourrait bien qu'il tombe justement sur ce mystérieux gang qui fascine tant Mick en se rendant au studio Kellerman. Donc c'est un livre jeunesse qui est assez court, hein, puisque la version des épreuves non corrigées fait 109 pages. En plus, c'est pour la jeunesse, donc c'est écrit très gros. Ça se lit vite, ça se lit bien. C'est un récit entre... avec de l'aventure, un petit côté policier, un petit côté espionnage. Une belle amitié qui lie les garçons qui sont pourtant assez différents l'un de l'autre, que ce soit par leur contexte familial ou social. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Franchement, je pense que ça pourra plaire à une majorité d'enfants. Donc c'est à partir de 8 ans, je crois. Mais oui, à partir de 7-8 ans, ça peut facilement se lire. Il est à tout petit prix vu qu'il n'est pas très épais. Et je pense que c'est une bonne idée de cadeau à mettre au pied du sapin cette année. Et même si les filles trouveront sans doute leur compte également, pour une fois on a un livre plus axé sur le côté on va dire garçon entre guillemets, puisqu'on suit que de jeunes héros et il n'y a pas de filles dans cette histoire excepté les mères des deux garçons. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a aussi une vraie question sur les difficultés de pouvoir éventuellement devoir se reloger dans un contexte financier qui n'est pas au top, et quand des grosses entreprises veulent raser un quartier, déloger tous les habitants pour construire quelque chose de beaucoup plus... qui leur apportera beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'il y a des petits questionnements par derrière qui sont assez intéressants et j'ai plutôt bien aimé cette lecture. Ensuite, on poursuit avec La Nuit des Fugitifs, donc qui est donc le tome 2 du suivant sur la liste de Manon Fargueton, publié chez Rajo Thriller. Donc ici on retrouve nos héros du tome 1. Je crois que c'est 3 ans après, si je dis pas de bêtises. Donc 3 ans après la capture et la mise en prison de certains protagonistes qui leur en veulent. Donc ils sont toujours à la poursuite du généticien qui a foutu le bordel et en créant cette nouvelle espèce d'humain entre guillemets avec des dons et ce genre de choses. Et je l'avais commencé en début d'année mais j'étais pas dans le mood pour lire du thriller, donc je l'ai reposé et là je l'ai bouffé par contre quasiment d'une traite. On retrouve ce côté très addictif de la plume de Manon Fargueton, on retrouve nos personnages, on a de plus en plus de révélations, il y a de plus en plus de rebondissements, ils sont aussi beaucoup plus en danger que jamais. Et j'ai vraiment aimé la direction prise par l'auteur, puisque c'est de la jeunesse, donc on s'attend pas forcément à ce que les choses soient si compliquées pour nos héros en fait. Je m'attendais à ce que ce soit justement plus simple. Et en fait, malgré que ce soit de la jeunesse et
que ça rentre tout à fait dans ce thème-là, l'auteur a décidé de ne pas céder à la facilité en créant vraiment un univers ouais, très addictif, très prenant. On a peur pour nos héros, on croise les doigts pour qu'ils s'en sortent, on a envie de bouffer les pages pour savoir comment toute cette histoire va finir. Et c'était vraiment très addictif. Après, je peux pas trop vous parler de l'histoire en elle-même, tout simplement puisque c'est un tome 2 et qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans le premier tome. Mais en gros, on suit une bande de jeunes qui ont des capacités particulières. C'est un généticien qui est à l'origine de ces capacités particulières. Et en fait, ils sont traqués dans le premier tome. Donc ils sont traqués pendant tout le tome. Il y a un de leurs camarades qui est décédé. Et du coup on les suit 3 ans après, ce qui aurait dû calmer le jeu. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont contre eux, qui ont été arrêtés. Mais malheureusement il y en a toujours en liberté. Et du coup nos héros doivent changer d'identité et déménager en fait. Donc on les suit dans ce contexte-là. Après, je peux pas en dire plus sans risquer de vous spoiler. Mais en tout cas, c'était vraiment très addictif. Et franchement, j'ai adoré cette duologie. C'est une duologie où chaque tome coûte 9,90 €. Donc c'est pas excessif. Ils font quand même... alors pour ce deuxième tome, parce que le premier, je m'en souviens plus, hein, j'ai lu il y a un moment. Il fait quand même 282 pages. Bon, après, c'est écrit gros. Les chapitres, on suit à tour de rôle nos héros principaux. Et j'ai vraiment aimé cet aspect vraiment de l'histoire qui pour le coup est très original, très bien amené je dois dire. Et puis la plume de Manon Fargueton ne gâche rien, bien au contraire, pardon. Mais si vous voulez découvrir du thriller jeunesse, franchement je vous la conseille parce que c'est une très bonne duologie. Ensuite on passe à Ever After Height, le tome 1, le livre des légendes de Shannon L, publié chez Hachette. Donc encore une fois, les livres Hachette de cette collection, ils sont quand même super lourds. Donc c'est une série finie en 3 tomes et il y a un hors-série. Je crois même qu'il y a d'autres hors-série qui doivent voir le jour ou qui ont peut-être vu le jour. Donc en fait, dans l'école d'Ever After Height, on suit en fait les descendants des personnages principaux des contes. Donc on a par exemple la fille de Blanche-Neige, on a la fille de la méchante reine, on a les enfants du grand méchant loup, du chaperon rouge, on a qui d'autre? On a la fille de Cendrillon, de la Belle au bois dormant, d'Alice au pays des merveilles, enfin tous les contes qui ont bercé notre enfance, ici on retrouve leur descendance. Et en fait dans cette école, en seconde année, vous devez signer le livre des légendes. Donc vous avez une clé qui se matérialise devant vous, vous l'insérez dans le livre des légendes, ça s'ouvre à la page vous concernant et vous devez signer de votre main pour accepter en fait le destin de vos parents et le reproduire en fait. Puisque s'il y a un changement et que quelqu'un n'accepte pas son destin et ne veut pas devenir comme ses parents, bah malheureusement ça bouleverse l'histoire de tous les personnages du conte. Ce qui peut donc conduire à la catastrophe ou carrément à réduire le conte à néant comme s'il n'avait jamais existé. Donc on suit plus particulièrement, alors c'est... Oh, moi les prénoms. On a Raven qui est la fille de la méchante princesse. La méchante reine de Blanche-Neige, pardon, pas de la méchante princesse. Et on a la fille Blanche-Neige, comment elle s'appelle? Apple. Alors en plus c'était pas bien compliqué. Donc c'est Apple, la fille de Blanche-Neige. Et on les suit plus particulièrement toutes les deux, même si on rencontre tous les autres et que chacun a son petit moment. Mais on les suit vraiment toutes les deux parce que Raven, contrairement à sa mère, elle n'est pas du tout comme ça. C'est une jeune fille gentille, un peu folle dingue par moment, qui a son petit caractère bien trempé, mais elle ne veut en aucun cas devenir comme sa mère. Et elle a plus pris le côté de la personnalité de son père, qui est quelqu'un de bon, de gentil, qui ferait pas de mal à une mouche, et elle a clairement pas envie de devenir comme sa mère. Donc Apple sait très bien que si elle ne signe pas le livre des ombres, ils risquent de devenir tous oubliés et de disparaître à jamais. Donc elle veut essayer de convaincre Raven à tout prix, comme quoi il faut qu'elle signe parce que leur destin, est, au final le destin de tout le monde est entre ses mains à Raven. Et Raven hésite longuement, surtout qu'elle a trouvé des indices disant qu'apparemment c'était possible de ne pas signer le livre des ombres, etc. Donc elle se met en quête de découvrir ce qui est arrivé à ses deux sœurs de ce conte oublié. Et elle garde espoir jusqu'au bout, mais est-ce que les choses vont se dérouler comme Raven le souhaiterait et qu'elle va pouvoir renoncer à son destin ou non? Je vous laisserai le découvrir.
En tout cas c'est un livre, après c'est pas exceptionnel en soi, mais c'est toujours agréable de se replonger dans les contes, de voir leurs descendants. Et pour le coup j'ai bien plus aimé ce premier tome que le premier tome de... comment ça s'appelle? L'île de l'oubli je crois, qui est aussi publié chez Hachette et dont il y a eu 2 films je crois, ou un film sur Disney Channel, et qui m'avait laissé plutôt de marbre, je dois dire. Donc j'ai beaucoup plus aimé ce premier tome. Après j'ai la série au complet avec leur série, donc je la continuerai avec plaisir en 2018, parce que j'ai quand même envie de savoir ce qu'il en est. Mais elle est beaucoup plus agréable. Le travail sur l'objet livre est juste sublime, puisque déjà c'est en... je sais pas si vous le verrez, mais c'est en relief. On a un travail intérieur qui vaut quand même le coup. Voilà. On a... Puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a le narrateur en fait de l'histoire qui est présent. Donc là on a les principaux élèves avec qui ils sont. Là vous voyez les titres, c'est un tout petit prologue. Et il y a des moments on a le... Alors je vais essayer de vous trouver un passage. On a le narrateur et en fait les personnages... Enfin la fille d'Alice au Pays des Merveilles parle au narrateur. Et en fait elle arrive à soutirer des infos au narrateur qu'elle ne devrait pas avoir en fait. Ce qui fout un peu le boxon en fait dans tout ça. Bien évidemment je ne vais pas trouver hein. Voilà. Donc je vous montre pas trop histoire que vous ne voyez pas et que vous ne fassiez pas spoiler. Mais vous voyez on a des dialogues comme ça avec des passages en italique, donc enfin en gras pardon. Donc en gras avec une écriture plus manuscrite que dactylographique. En fait c'est le narrateur qui parle au personnage. Et c'est vrai que c'est un aspect que j'ai trouvé assez sympa. C'était intéressant à suivre. Nos personnages sont plutôt attachants et c'est franchement une bonne lecture. Après je ne pense pas que les garçons... Même si j'aime pas catégoriser les livres, mais je pense pas que les garçons trouvent vraiment leur compte dans cette histoire, puisque le livre est quand même très rose. On se base surtout sur les personnages féminins. On voit les personnages masculins, mais beaucoup moins. Donc vous voyez, la haute couverture du tome 2, elle ressemble à ça. Et le troisième est bleu. Leur série blanc. Mais peut-être à voir si ça les gêne pas de suivre des princesses, pourquoi pas. Mais c'est plutôt sympa et ça se lit vite et très bien. Et on finit ce point lecture avec Nos âmes plurielles, le tome 3 de Samantha Bailly, publié chez Rajo. Donc pour faire un rapide résumé, on a Sonia qui est la plume et Lou le crayon. Donc Sonia écrit des histoires, Lou les illustre. Et elles ont créé un blog en ligne où justement elles retracent des petites aventures comme ça. Et si Lou rêve de devenir écrivain, si Sonia rêve de devenir écrivain, pardon, Lou rêve d'intégrer une école de dessin. Elle a dû faire un compromis et elle a intégré du coup avec sa mère, et elle a intégré l'école des Gobelins, une école prestigieuse concernant tout ce qui est le dessin. Malheureusement ce n'est pas exactement ce qu'elle attendait, puisque Lou préfère de loin le dessin au crayonné, ce qui n'est vraiment pas la spécialité de l'école des Gobelins en fait. Et elle va avoir l'impression, enfin elle se rabaisse beaucoup, elle a l'impression d'être pas à la hauteur des autres élèves et ça va la miner. Sonia de son côté va devoir faire face à une épreuve que malheureusement beaucoup de gens connaissent et qui est assez compliquée. Si au début elle commence les cours plus tard que Lou et du coup s'occupe un peu de tout ce qui est l'administratif, l'entretien de l'appartement, les courses et ce genre de choses, quand elle va reprendre la fac, elle va avoir beaucoup plus de difficultés à tout mener de front toute seule. Malheureusement, au bout d'un moment, des tensions vont s'accumuler et une distance va se creuser entre Lou et Sonia. Chacune tient l'autre pour responsable et elles ont du mal à cohabiter sans se prendre la tête au final. Et c'est vrai que j'ai aimé voir cette amitié aussi belle et aussi touchante qu'elle est dans les premiers tomes, connaître des difficultés beaucoup plus sévères à partir du moment où on fait des études, on a un appartement, mais on a aussi les soucis de la vie adulte qui commencent à rentrer en compte en fait. Et des fois, c'est pas toujours simple déjà en tant qu'adultes qui avons l'habitude de tout mener de front, mais quand elles sortent tout juste du lycée, qu'elles sont tout juste diplômées, c'est vrai qu'il faut un sacré temps d'adaptation, il faut trouver ses marques, il faut savoir être conciliante, il faut trouver des compromis, parce que sinon on passe à côté de beaucoup de choses et on pourrait perdre ce qui est le plus important pour nous.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les difficultés que Samantha Bailly apporte dans ce roman. Encore une fois, c'est une auteure qui ne cède pas à la simplicité et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'on retrouvera apparemment Sonia et Lou dans À durée indéterminée, qui est une autre trilogie de l'auteur, publiée actuellement chez J.C. Lattès. Donc on a le premier tome, c'est Les Stagiaires, le second À durée déterminée, et le troisième qui clôturera cette nouvelle série, donc À durée indéterminée, devrait paraître en 2018 aux éditions Le Masque J.C. Lattès. Donc maintenant que j'ai fini celle-ci, je me plongerai, parce qu'en fait je voulais suivre le cursus normal, donc c'est-à-dire les premières, enfin là dans Nos âmes jumelles elles sont en première, dans Nos âmes rebelles elles sont en terminale, là elles sont la première année après le bac en fait, tandis que les stagiaires c'est déjà, une fois qu'on est diplômé, ce genre de choses, donc je voulais vraiment lire dans l'ordre du cursus scolaire français qu'on a l'habitude de connaître en tout cas, donc je ne voulais pas commencer l'autre trilogie tant que j'avais pas fini celle-ci, même si j'ai déjà acheté les 2 premiers tomes en e-book. Mais je voulais pas les commencer. Donc je pense qu'en 2018, je me plongerai sur la trilogie plus ou moins qui suit, même si contrairement à Nos âmes jumelles, là on ne suivra plus Sonia et Lou, mais on devrait les retrouver dans le dernier tome de la nouvelle trilogie. Mais en tout cas c'est toujours un régal de découvrir les écrits de Samantha Bailly, que ce soit en côté plus thriller ou en jeunesse contemporaine. J'ai beaucoup aimé. Après j'ai encore... je regarde mes bibliothèques, mais en fait je les ai en numérique, donc je risque pas de les trouver sur ma bibliothèque. Mais j'ai Oraison, j'ai Métamorphose, donc en fantasy je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais je me ferai une joie de le découvrir et j'espère très rapidement. Mais si vous ne connaissez pas cette série, honnêtement c'est génial. Les livres coûtent 13,90 €, donc c'est pas la mer à boire. Surtout qu'ils sont quand même assez épais, puisqu'ils font quasiment 300 pages. Et puis j'ai bien aimé parce qu'on a des espèces de conversations par mail ou par SMS par moment. Ce qui fait que ça donne une certaine fluidité et un certain dynamisme au récit. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc voilà concernant mes avis sur ces 4 romans. C'est ça, hein? Oui, 4. Je sais plus compter. Mais vu que d'habitude j'en présente que 3, j'ai eu un gros doute. Là je vais m'empresser de vous monter cette vidéo pour vous la poster vu que vous auriez déjà dû l'avoir en ligne hier. Mais j'ai été pas mal occupée hier puisque j'ai été pas bien de la nuit de vendredi à samedi jusqu'à mardi matin. Ça a commencé à aller mieux, mais ça allait vraiment mieux que mercredi matin. Donc du coup j'ai dû me booster pour faire un peu ce que j'avais à faire d'important et d'urgent. Donc du coup j'ai pas eu le temps de la filmer. En plus j'ai fait que courir hier, je rentrais à la maison une demi-heure, je repartais, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je m'excuse de ce retard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces livres vous intéressent ou votre avis si vous les avez lus. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bye bye.